Bonjour à tous et mes remerciements imprévus. J'ai la chance de partager à Barcelone, de voir souvent Agnès, qui est une grande intrépide de la conservation et de la prévention après son master. Je vais commencer aussi en vous demandant indulgence parce que même si je suis français d'origine, je suis tellement catalanisé, espagnolisé que je ne dis plus une petite maison, je dis une maison petite et il y a des mots sans doute que j'ai transformé, mais enfin, je pense que vous allez comprendre quand même. Et je travaille dans un contexte maintenant donc algérien où tout le monde est anglophone, donc on ne parle que de débriefing, de brainstorming, de blacklisté, etc. Enfin, on ne tombe plus amoureux, on a une love affaire, voilà. Et une troisième indulgence, en fait, il y a 3 titres à ma conférence, un qui est sur votre programme, un qui est quand même dans le livre, qui est le même que celui-là, et puis un qui m'est venu hier en disant, mais ricochet, qu'est-ce qu'ils vont croire que ça veut dire? Ricochet d'énormes scènes, est-ce qu'il y a eu un impact, est-ce qu'il y a eu une longueur d'onde sur ce plan national de conservation préventive en Espagne? En fait, je ne vais pas faire une analyse de toutes les normes scènes, je vais en utiliser 2 qui vont être le moment de cette rencontre magique entre le plan de conservation préventive et les normes saines, une petite histoire d'amour, une love affair. Voilà. Donc, en fait, voilà, j'ai juste parlé d'une histoire, d'une rencontre heureuse, on va dire, hein, entre le plan national de conservation préventive et puis les 2 normes sur lesquelles j'ai eu la chance de participer, qui étaient les normes sur l'emballage et le transport des œuvres d'art. Vous allez dire, qu'est-ce que... Enfin, il y a un peu de suspense au début, hein, parce que... donc il y a le plan national qui existait, qui est préexistant aux normes, et puis les normes qui sont arrivées. Vous savez que la norme sur l'emballage est arrivée en 2011 et la norme sur le transport en 2014. Donc, une rencontre, on va voir, il faut quand même un lieu pour une rencontre, il faut des mots, donc on va essayer de trouver ce lieu, ces mots pour essayer de préciser ce qui se passe. Donc le fiancé, voilà, je vais utiliser le fiancé, la fiancée. Alors, le fiancé, c'est le plan de conservation préventive. C'est un plan national qui est espagnol. Il est né en 2011, il a été éprouvé par le Conseil du patrimoine historique, parce que vous savez qu'en Espagne, il y a des autonomies qui ont leur propre ministère de la Culture, et donc il faut, ce Conseil du patrimoine fait la liaison entre l'administration centrale et les autonomies, et donc tout passe par lui pour pouvoir faire une stratégie nationale en conservation préventive. D'accord ? Le parrain, c'est l'Institut du patrimoine historique espagnol, hein, c'est celui qui a ça dans les mains. Et les fils, c'est la politique. Ils sont le fiancé a pour père, en fait, j'aurais dû mettre, politique des plans nationaux qui accompagne la décentralisation du ministère de la Culture vers les autonomies espagnoles. Et on verra qu'il y a plusieurs plans nationaux. Moi, je vais parler que d'un sur 14, qui est le plan de conservation préventive qui nous intéresse. L'objectif, c'est des plans nationaux en général, c'est plusieurs programmes sont identifiés et ils sont centrés sur la rédaction de lignes guides pour la gestion et la maintenance de sites archéologiques, collections de musées, édifices historiques et biens culturels en transit. Et c'est un peu là, c'est sur cette dernière partie qu'il y a cette love affaire, mais ça va venir. Donc le père de la fiancée, du fiancé, c'est les plans nationaux de conservation préventive. C'est les plans nationaux du patrimoine culturel, sont des instruments pluridisciplinaires de gestion intégrale avec la participation de diverses administrations et autres entités publiques et privées qui encouragent la connaissance, la programmation d'activités de conservation préventive, l'intervention en restauration, les actions de diffusion, et la coordination surtout des activités entre, ce que j'ai dit, le pouvoir central, les autonomies et même le pouvoir local, puisque des mairies sont impliquées. Dans le but de protéger les biens culturels et permettre leur accès et la délectation pour la société, pour le public. Alors, les frères et sœurs du fiancé. Enfin, on passera à la fiancée, mais enfin bon. Les frères et sœurs de la fiancée, c'est les plans nationaux. Et les plans nationaux, le premier qui a été créé, c'est en 1990, c'était celui des cathédrales. En France aussi, je crois qu'il y a eu un plan pour les cathédrales, aux monuments historiques. Donc, le plan des cathédrales, un des frères
du plan national de conservation préventive. Le deuxième, c'était patrimoine industriel. Le troisième, architecture défensive. Ça intègre toute l'architecture défensive espagnole en Espagne et en dehors d'Espagne. C'est-à-dire qui a été construit en Algérie, par exemple, les forts, puisque l'Espagne a envahi le nord de l'Afrique, et bien, tout ça rentre dans ce contexte. Paysage culturel, monastères, abbayes et couvents, patrimoine immatériel, recherche en conservation, conservation préventive, éducation et patrimoine, architecture traditionnelle, patrimoine du XXe siècle, conservation de photographie, plan d'urgence et gestion des risques, archéologie subaquatique. Voilà les 14 frères et sœurs du fiancé. Enfin 13, puisque le 14e, c'est la conservation préventive. La mère du fiancé. Alors la mère du fiancé, c'est la résolution de Venta. En fait, c'est la résolution de Venta qui a un peu fait prendre conscience de la nécessité de créer un plan national de conservation préventive. Il est né en 2000, enfin la mère est née en 2000, pas le plan, j'ai dit 2011, donc il y a 10 ans entre la naissance de la mère, ça c'est une mère jeune, hein, et 2011, le plan de conservation préventive. Le parrain de Venta, c'est quand même l'ICROM, hein, on le sait tous, même si... Hein. Et l'objectif, un côté leadership, j'ai simplifié énormément, planification institutionnelle, formation, accès à l'information et le rôle du public, pour simplifier Venta en 5 mots. Les préparatifs. Où en était l'Espagne quand Venta est arrivée? Donc, en 2009, il y a eu des journées de conservation préventive dans les lieux de culte. Alors, en Espagne, l'Église est un grand propriétaire, le principal propriétaire des biens culturels. Et donc, là, il y a une combinaison de patrimoine matériel et immatériel autour des biens de culte en usage. Et donc, il y a un nouveau défi, on va dire, organisationnel pour la conservation préventive. Est-ce qu'il faut intégrer cette utilisation du patrimoine? Donc, il y a eu pas mal de débats autour de ça. Là, en 2014, il y a eu une étude du terme conservation préventive dans la législation espagnole. En fait, ils ont recueilli la législation espagnole, et vous savez que, comme on a des autonomies, la législation espagnole est toujours en retard par rapport à la législation du patrimoine culturel dans les autonomies. Or, pour vous donner une idée, c'est dans le texte, mais en 1980, la législation espagnole ne prend pas du tout compte de la conservation préventive comme principe fondamental pour aborder le patrimoine culturel. Ça n'apparaît pas. Il y a 2 moments où ça apparaît. C'est en 85, le mot préventif ou préventif ou préventive dans la législation, c'est quand il parle d'annotation préventive. Alors cette annotation préventive, c'est dans le sens d'annotation dans les inventaires permettant la protection légale avant le classement. Et la deuxième fois où il y a le mot préventive, c'est fouille préventive, fouille archéologique ou paléontologique, réalisée en amont du projet d'exécution de travaux urbanistiques. Voilà, les 2 moments où le mot conservation préventive apparaît. Finalement, en 1998, le mot conservation apparaît vraiment dans les textes législatifs, dans un décret royal, mais c'est pour les archives militaires. Donc c'est dans le domaine du papier et des archives que la première fois le mot conservation préventive, à part ce qu'on a vu pour les fouilles, est vraiment intégré dans la législation espagnole. Alors, les autonomies ont leur propre législation. En 1995, l'Andalousie, déjà, là, fait une belle place à la conservation préventive. Donc, l'administration centrale se trouve un peu en retard par rapport aux autonomies, et ça crée un petit peu de chaos, comme on va le voir. En 2015, l'Institut du patrimoine historique espagnol décide de créer une commission technique de rédaction du plan de conservation préventive. Donc, des réunions, donc des débriefings, des brainstorming, plein de trucs en ligne. Et donc, je vous mets la liste là. Je vais peut-être pas le dire, mais c'est dans le texte. C'est pas la peine de toutes les différentes institutions qui sont présentes. En fait, il y a 3 institutions qui sont des sous-directions du ministère de la Culture, dont l'Institut du patrimoine, mais il y a les musées d'État. Je sais pas, c'est l'équivalent de nos musées nationaux. Et puis, la sous-direction des musées et des beaux-arts. Il y a aussi des représentations des autonomies et des représentations des grands musées nationaux, et aussi des bureaux d'études d'architecture qui travaillent sur le patrimoine. Voilà un peu la composition. Donc,
administration centrale, administration des autonomies, voilà. Donc, les intentions du fiancé. Les intentions du fiancé, quand ils ont commencé ce plan, ils ont dit par quoi on commence. Et ben voilà, on va essayer de répondre, on va faire des enquêtes pour répondre à ces questions. Le niveau de, quel est le niveau de planification dans les institutions sur la conservation préventive? Est-ce que ça existe, cette planification en conservation préventive? La deuxième enquête, c'est sur la nature, la performance et l'utilisation des outils de gestion développés au niveau international. C'est les fameux évaluations de risque, etc. Donc, quel est le meilleur système? On en a vu ce matin, on en a vu 4. À l'époque, on est en 2015, tout n'est pas encore sorti, mais bon. La troisième question, a-t-on accès à l'information et à la documentation d'un bien pour pouvoir faire un plan de conservation préventive, le but, hein? A-t-on des personnes compétentes en charge du patrimoine culturel pour le suivi, ainsi que a-t-on des bureaux d'études pour pouvoir réaliser, y a-t-il des gens compétents dans les différents domaines pour pouvoir mener à bien un plan de conservation préventive? Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la formation en restauration-conservation, mais à la fois pour les architectes et à la fois pour les restaurateurs-conservateurs? Le volume horaire, programme, donc plein d'enquêtes qui sont lancées, d'ailleurs qui sont dans une boîte à chaussures, mais qui ne sont pas encore vraiment exploitées. Et puis la dernière question, pardon, c'était la compréhension, l'acceptation de la société civile, les visiteurs, qu'est-ce qu'ils entendent par conservation préventive. Voilà, donc tout ça, il en est sorti des documents qui sont très, très précieux. Le problème, c'est qu'il reste à l'Institut, on est dans la phase de... Moi, je ne suis qu'un collaborateur, je fais partie de la plateforme. Je ne suis pas l'initiateur ni le chef d'orchestre de ce plan national de conservation préventive, puisque c'est l'Institut du patrimoine historique qui a ça dans ses mains. Alors, la sélection est mise en marche de projets pilotes pour tester la méthode et les outils. Donc, on va étudier quelle est la meilleure façon d'évaluer les risques et de voir, donc, dans ce plan de conservation préventive en 5 étapes, il y a une étape d'évaluation, donc quel est le meilleur outil qui va être utilisé, etc. Donc, développer des modèles de gestion pour l'implantation, l'organisation et la gestion de la conservation préventive dans les musées, archives et bibliothèques, développer des modèles identiques pour les immeubles et les sites archéologiques. Donc, il y avait un peu 3 grands sujets, enfin, on va dire 4, musées, bibliothèques, archives, sites archéologiques et biens immobiliers. Il y avait un 3e niveau, c'est des propositions de formation avec l'organisation de cours en permanence pour mettre à niveau les personnels qui travaillent dans les institutions publiques. Et des propositions de diffusion avec l'identification de lignes prioritaires, comment on allait diffuser cette information et à qui. Et là, on verra un peu les résultats, qu'est-ce qui a été choisi. Bon, alors, je saute un petit peu. Je voulais juste vous donner une idée de coût, parce que c'est toujours intéressant. Alors, il y a 4 colonnes, mais en fait, les communautés autonomes, même si elles étaient partie prenante, n'ont pas payé. C'est-à-dire qu'il faut regarder que la première colonne. Tout le reste n'a pas de sens, puisqu'ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas collaboré au plan. Donc, il y a des études et recherches, c'est toutes les enquêtes dont je vous ai parlé, qui a donné lieu à des dossiers. Les projets pilotes, donc il y a des sites qui ont été choisis pour faire un plan de conservation préventive. Et puis, il y a des cours de formation qui ont été lancés et de la diffusion. Au total, 3,5 millions d'euros. Il en était prévu 7. Les projets pilotes sont au cœur du dispositif, puisque c'est avec les projets pilotes qu'on va étudier si les outils d'évaluation et d'intervention vont être acceptables ou non. Donc, bon, ça représente le cœur du dispositif, car ils assurent par les tests pratiques sur le terrain et le retour d'expérience la viabilité des outils, de la méthode employée pour la création, la rédaction et le suivi des plans de conservation préventive. Ces outils méthodes se mettent en place dans une approche ascendante. Alors, en anglais, on dit toujours il y a top-down et bottom-up. Hein. C'est ce que j'ai appris récemment, donc je vais le caser. Alors dans l'ascendant, c'est donc bottom-up, hein, c'est le test sur le terrain. Et le top-down, c'est le choix des outils qui va être
plus stratégique avec des gens qui sont déjà du milieu. Voilà. Bon. Une stratégie de mise en place pour assurer la mise à niveau des personnels dans les institutions concernées et diffusant des contenus pour des publications ad hoc, on va les voir. Un effort de communication, de sensibilisation de collectifs ciblés et de la société civile dans un ensemble. 5 minutes. Donc je vais aller très vite. Bon, vous connaissez tous le... Bon, voilà. Les premiers résultats, je vais aller très vite. Alors, il y a des rapports techniques spécifiques. Une révision de la loi a été proposée. Donc ça, c'est important. Révision de la loi 85. Rapport sur les analyses comparatives de systèmes d'identification et d'évaluation de risque. Alors, je ne l'ai pas eu dans mes mains, mais... Un livre blanc et feuillé pour la diffusion de la conservation préventive. On verra quelques outils. La traduction en anglais de Significance 2.0. A guide to assessing the significance of collection. La création d'un site web pour l'Institut, donc je vous donnerai ça, et des manuels de mise en marche de plans de conservation préventive qui sont en cours de finalisation parce que le plan finit en 2021. Donc on est en 2017. Donc il nous reste encore un petit peu de temps. Un rapport sur la stratégie d'action post-tremblement de terre. Vous savez que l'Espagne a vécu le tremblement de terre de Lorca. On s'est aperçu que toutes les restaurations au ciment ont fait que tout ce qui était restauré au ciment est tombé, et ce qui n'était pas restauré au ciment n'est pas tombé. Hein, les églises, les palais, les maisons, etc. Donc, monitoring, suivi, analyse de l'environnement de la grotte d'Altamira. Alors ça, c'était un grand projet. Gaël pourra en parler mieux que moi, mais ça fait partie de ces résultats sur... vous savez que l'Espagne a des grandes richesses de peinture rupestre. Et donc, il fallait savoir si, avec un plan de conservation préventive, quelle était l'accessibilité à l'intérieur de la grotte. Et donc, c'est en cours. Il y avait une émission de télévision il y a 2 jours où on disait 160 personnes, mais je n'étais pas devant la télé, donc je ne sais pas si c'est par semaine, par mois ou par an, donc ça ne sert à rien, mon chiffre. Mais il parlait de 160. Voilà, je vous en dirai plus. Bon, je vous passe, là c'est toutes les études pour les coûts, c'est pas très drôle, c'est dans le texte, on va sauter tout ça. Et on va aller à la love affaire, qu'est-ce qui nous intéresse? Parce que, bon alors voilà, les résultats, publication de référence, révision d'une discipline, conservation préventive pour tous, un guide illustré, suivi, analyse des conditions environnementales, recommandations pour le contrôle des conditions environnementales en exposition temporaire, patrimoine à risque, séisme et biens culturels, voilà, séisme et biens culturels. Et je reviens à mon fiancé, parce que j'ai toujours... Vous avez vu qu'il y a des normes quand même qui sont rentrées à un moment par là pour ricocher, en fait. Enfin bon, là, il y a un peu plus qu'un ricochet, il y a eu... enfin, si j'utilise le mot pénétration, non, il y a eu... voilà. Donc, il y a eu un peu plus qu'un ricochet. Donc, le fiancé, je rappelle, on savait tout sur lui déjà, mais vous avez oublié que dans la liste des 4, il y avait biens culturels en transit. Et alors là, on commence à voir le rapport avec le SEN sur l'emballage et le transport des œuvres d'art, qui, comme beaucoup de mes collègues ce matin, ont dit la terminologie est fondamentale. Et en fait, ce qui a détonné, enfin, on dit détonné, oui, ce qui a fait détonner cette histoire, cette love affaire, c'est la terminologie. On va voir. Donc, il y a une rencontre entre la gestion des prêts, alors là, je m'approche des régisseurs, et les normes SEN. Donc, en 2014, on avait fait un séminaire sur l'impact des normes SEN, parce qu'on a eu la chance de recevoir avec l'équipe d'Anne de Valence, coordonnée par Anne de Valence, l'ensemble de ce groupe 6 ans de travail sur l'emballage et le transport. 6 ans, en fait, c'est 6 ans, il y avait avant la crise et après la crise, donc je ne suis pas sûr qu'on ait... Bon, enfin, on va voir. Et donc, on avait lancé quelque chose qui était l'impact des normes SEN sur les documents de prêt. D'accord? Puisqu'on est dans l'emballage et le transport des œuvres d'art. Et donc, moi, j'ai un peu poussé l'Institut, une minute, donc j'ai un peu poussé l'Institut à faire que ça marche entre
si on voulait intégrer les normes, ou du moins qu'elles soient lues, il fallait faire quelque chose qui ait une ouverture plus grande au public, et tout le monde est intéressé par les conditions de prêt. D'accord ? Donc, voilà où a commencé la fusion. Donc, on va renforcement des critères de conservation préventive pour les biens culturels en transit, révision des documents administratifs et techniques échangés entre organisateurs et prêteurs sont nombreux. Vous savez qu'il y a plein de documents. Alors, moi, la traduction française, ce n'est pas forcément la bonne parce que j'ai traduit par moi-même et je ne sais plus. Sollicitude de prêt, convention de prêt, liste d'œuvres, formulaire de prêt, conditions générales de prêt. Je pense que tout le monde, là, si j'ai traduit l'espagnol, c'est la même chose. Conditions particulières de prêt. Alors, nous, on dit, je crois qu'on dit conditions específicas, spécifiques de prêt. Bon, j'ai vu qu'en France, on disait particulière. Enfin, j'ai l'impression qu'en France, là, il y a du travail à faire sur aussi la terminologie, parce que j'ai relevé au moins 4 noms différents pour Facility Report en français. Si on est à Orsay, si on est au Louvre, si on est à Versailles, ce n'est pas les mêmes. Et la même chose pour les conditions générales de prêt, avec cette confusion avec la convention de prêt. Enfin bref. Voilà ce qu'on échange. Moi, on a travaillé pour l'instant sur 2 documents, qui est le Facility Report, qu'en français est traduit dans la norme SEN par conditions techniques de conservation et sécurité. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais à mon avis, il n'y a personne qui utilise ce mot, mais liste de colisage, enfin, il y avait plein de mots. Voilà. Donc, la love affaire commence, et l'idée, c'est de copier un peu les Américains et les Anglais pour le Facility Report. Vous savez que les Américains ont un Facility Report qui était en 1998, qui a été revu en 2008. C'est 362 questions, c'est 5 pages. Il manque juste l'âge du capitaine. Et les Anglais ont le UKIC Condition Report, qui est très proche de celui qu'on utilisait en Espagne. En fait, vous savez que chaque institution crée son Facility Report. Et là, je lance à la France un défi. Allez-vous être capable de faire un document standard, the French Facility Report, parce que nous, on a sorti le Spanish Facility Report. Standard Facility Report. Alors, pour les conditions de prêt, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire de standard. Mais par contre, ce qui est fondamental, c'est de standardiser au moins le squelette. C'est-à-dire que quand on a à lire les conditions de prêt, on cherche partout l'information parce qu'il y a des gens qui vont mettre comment va apparaître l'institution en point 2 et pas en point 8. Donc, on a demandé de standardiser au moins les gros titres. Et puis, on propose des phrases faites qui ont été revues par un juriste comme ça, on peut remplir son Facility en prenant dans les phrases faites les phrases qui vous intéressent. C'est différent en Espagne d'être un musée national, un musée d'État, d'être un tout petit musée, etc. Donc on n'a pas une politique de prêt qui est la même, et on n'a pas la condition générale de prêt, ne sont pas les mêmes. Donc on a le Facility, il est standardisé. Maintenant, c'est ce Spanish Facility Report, on est les 3e dans le monde. 3 minutes. Donc je vous donne un peu les conclusions. L'histoire d'amour, donc, vous voyez, j'étais un peu vite, mais quand on fait des brainstorming et des débriefings, au début, on s'aime, on collabore, on va dans le même sens, on danse ensemble, etc. Et puis, il y a des petites choses qui vont commencer, on commence à s'engueuler, en fait. Et donc, parce qu'il y a des questions de différence de taille, voilà, il y a des... alors, je vous donne les 10, on se tâte quand même, et on commence à s'éclabousser un petit peu. Alors, il faut voir si... Et là, je finis en disant que, on veut courir, on recommence à vouloir courir dans la même direction, même si, vous avez vu qu'on... Mais quelquefois, ça tourne mal. Ça tourne quelquefois très, très mal. Et je finis en disant que, quand même, il y a des bébés qui sortent. 2.